Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, ce soir, petite vidéo, pareil, hein, en live, mais non public, pour que je puisse ne pas oublier ce que j'ai à vous dire. Voilà. Donc, d'après le titre qu'il y a de ce live, notion volumique, le volume, qu'est-ce que c'est? Je pense que beaucoup d'entre vous vont savoir que ça a à voir avec la notion de système pyramidal, que Jean-Noël et moi, nous vous détaillons dans des longs lives, effectivement. Alors effectivement, on va essayer de faire une courte, on va dire page publicité, non je déconne, un court live. Enfin en tout cas, je vais le faire au mieux, hein, pour que vous ayez un petit peu, pour que je vous mette, enfin, je vais essayer de mettre à votre portée justement cette notion volumique. Alors pour ce faire, déjà, on va écouter, on va dire Jean-Noël. Déjà, alors, je partage la chose. Ça sera une bonne entrée en matière. Voilà. Minière, manuelle, l'industrie, l'humain, c'est quand même la première marchandise. Pour pouvoir vendre la création, le premier outillage, c'est l'humain. L'humain, il pense qu'il gagne un salaire. Non, il en est la première marchandise. Il faut voir le concept comme il est et il ne faut pas se voiler la face. Tu ne gagnes pas ta vie, tu l'as déjà. C'est une aberration de dire je vais au travail pour gagner ma vie. Voilà. Il est normal que l'homme fasse son ouvrage. On n'aurait pas de vêtements, mais socialement, nous sommes des familiers. Les mots ont leur importance. C'est vrai que des fois, les mots sont utilisés sans forcément bien les comprendre. C'est le système Gagner scolaire. sa vie est une aberration. C'est le système scolaire qui conditionne je sens pareil, le système verbal, c'est-à-dire le lingual. Voilà, la verbalisation, puisque la verbalisation, c'est un système de positionnement. Là, on vit dans un monde en 3 dimensions. Toi, moi, nous sommes des repères dans l'espace. C'est notifié, c'est verbalisé. Je définis une image d'un état unifié dans un ensemble. Nous vivons dans un volume, l'univers, et il est régi par une législation volumique. L'autre est un autre que moi. Aime ton prochain comme toi-même. Effectivement, dans les volumes, nous ne sommes pas forcément équivalents, mais nous sommes régis par la même législation. Et donc, nous sommes des êtres vivants qui devront cohabiter, puisqu'effectivement, la propriété du volume n'appartient qu'au volume lui-même. Les anciennes civilisations le savaient déjà. Voilà. Eux, ils se permettent d'enterrer cette législation volumique, c'est-à-dire la notion du cube. Voilà, c'est ce cube qui est là, qui est le garant de notre équité, c'est-à-dire être égal à soi-même dans toutes les notions. C'est le fameux sac des dieux, anciennement, que vous trouvez dans toutes les civilisations. Et eux, ils sont là avec leurs archéologues en train de dire mais qu'est-ce que c'est le sac des dieux? C'est le concept de l'univers dans un sac, le secret qu'un volume, il est régi par les lois de la géométrie. Effectivement, on retrouve là l'école de Platon, n'entre pas ici, qui n'est pas géomètre, effectivement, derrière la grande manipulation du monde et des populations. Voilà. C'est formidable, c'est phénoménal. On en a fait tout un foin de la cabale avec des pouvoirs secrets. Non, c'est juste parce que, grosso modo, on n'a pas pris ce qui étaient les petits volumes, les petits cubes, les petits triangles. C'est la base première de notre éducation et surtout, elle est survolée très très rapidement pour derrière t'enterrer dans un monde de mathématiques. La mathématique n'est jamais que le langage du volume qui la contient. C'est pourtant un jeu d'enfant. Voilà. La pyramide pour la pyramide, le cube pour le cube, la sphère pour la sphère. C'est une histoire de réglementation. Chacun de ces volumes a une réglementation. Le volume qui n'a pas de cloison a pour législation le point de repère, c'est-à-dire la représentativité de définir un point de repère dans l'espace qu'on appelle Deus, par acronyme, définition d'un état unifié solidarisant le tout, une législation très spécifique qui confère à chaque individu son droit à la représentativité, qui ne doit jamais être dominant-dominé. Voilà, ils ont, eux, fait en sorte que nous donnions notre représentativité, et ça, subversivement, sans que jamais nous nous soyons attentionnés, puisqu'on pense qu'on est nous là. Non, ils exercent pour toi tes mandats, et ce qui leur permet de nous écraser. C'est un jeu d'enfant, c'est une manipulation mentale formidable, mais qui remonte à la nuit des temps, et qui a fait couler beaucoup d'encre sur les sociétés secrètes, en futur, voilà, mais qui relève sur une dissonance cognitive de base, c'est-à-dire un jeu de Pescoud, ou j'en sais rien, là, des Duplo, sur une législation volumique. Nous sommes régis par les volumes, tu mesures 1m50, 1m80, tu es un volume d'1m80, tu as une certaine masse, voilà. Donc le litre, voilà, le kilo, ainsi de suite, tout est volume.
Et eux nous gèrent en volume. On est géré en volume parce qu'effectivement, on en est arrivé à une déficience cognitive tellement importante que on sacrifie les enfants. Il y en a qui diraient de la viande, du volume de la viande. On est de la Voilà. viande. Mais La chair à canon aussi. Moi, je vais vous dire un truc. Je l'ai vu déjà plusieurs fois là. Quand on va faire les courses là en ce moment à 17h, 17h30, tu les vois tous stressés. C'est une soumission. Il y a la file d'attente de fou. Hein. Je vais vous dire une chose. Hein. Voilà les amis, alors là on va détailler, on va entrer dans le détail justement de ce volume. Hein. Alors déjà on va essayer de partager grosso modo la définition qui est accessible donc sur Wikipédia du volume. Alors je vais vous la montrer, alors déjà je vous la lis. Le volume en sciences physiques ou mathématiques d'ailleurs est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace. En physique, le volume d'un objet mesure l'extension de l'espace physique qu'il possède dans les trois directions en même temps. De même que l'aire d'une figure dans un plan mesure l'extension qu'elle possède dans les deux directions en même temps. En mathématiques, le volume d'une partie de l'espace géométrique est sa mesure au sens de la théorie de la mesure de Lebesgue. Voilà. Pardon. Donc, je vous partage la définition, enfin c'est ce que je viens de vous dire là, comme ça vous y aurez accès aussi, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais après voilà, c'est juste une parmi d'autres, voilà, un point d'ancrage on va dire, voilà, la définition, elle est là. Alors attends, je vous l'agrandis un peu, tac, tac, pour ceux qui ne voient pas beaucoup, voilà, comme ça ils vont voir, voilà, donc c'est ici, hein. Ce que je viens de vous dire là, c'est là, tac, 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 voilà, c'est ça. Hop là, oups, on remonte un peu, voilà, voilà. Donc ça, grosso modo, hein, ça c'est voilà, la définition. Après, vous avez différentes voilà, mesures du volume. Ça évoque en moi l'unité de mesure. Voilà, l'unité, c'est-à-dire donc un chiffre, hein, voilà, etc. Donc ça veut dire calculer quelque chose. Donc les calculs de volume. Hein, vous voyez, regardez, voilà, vous avez tout un tas de vous allez avoir. Tout ça, ça va vous permettre, si vous voulez, de bien comprendre ce que dit Jean-Noël dans ses lives au niveau du volume. Alors, ensuite, voilà. Donc ensuite, alors, il y a quoi? Donc le volume, c'est quoi? En image. Ah, voilà. Le volume Kesako. Eh ben voilà, ça ressemble à ça. Déjà, vous voyez, regardez. D'ailleurs, c'est intéressant. C'est vrai que, regardez, quand on est né, effectivement, regardez bien. Alors, attendez, comment ça s'appelle? Ah ouais. Je vais marquer Place Cool. Regardez. C'est énorme le truc. Play School, donc, ce sont des jouets de bébé. Hein, voilà. Regardez en image. Regardez bien. Le volume. C'est vrai que la notion du volume, c'est qu'en réalité, voilà, pour le coup. Voyez, la pyramide, l'étoile, hein, le rond, le carré, regardez. La notion du volume, on l'a au tout début de notre vie, en réalité. Alors, peut-être que la problématique est que on n'a pas, ou nos parents à l'époque, quand ils nous offraient ces cadeaux, on n'a peut-être pas saisi, ou alors on a oublié, ou ils ont oublié l'importance de ce qu'il y avait derrière ces jouets, le volume lui-même, donc le volume du tout, effectivement. Et ce volume du tout que vous décrivez Jean-Noël et moi-même dans les lives, c'est ça qui en réalité est la législation du vivant. Voilà. Enfin, de l'univers lui-même d'ailleurs. Hein, voilà. Alors, donc on reprend. Donc là, voilà quelques exemples donc, de volume. Quand on écrit le mot volume sur l'Internet, sur Google, voilà ce qu'on trouve. On a des exemples de volume. Hein, voilà, regardez. Voilà.
Tiens, ça c'est pas mal, ça aussi. Hein, voilà, vous avez ça. Par exemple, hein, vous avez ça. Vous avez ça aussi qui est intéressant. Voilà. Alors, les volumes. Donc voilà, donc ça, c'est les volumes. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que nous, en tant qu'être humain, d'ailleurs, alors là, vous avez donc les play school, hein, vous avez aussi donc le volume, si vous regardez bien ici, ça fait penser à quoi? Il y a du volume, là, il y a plusieurs côtés, machin, pétac ou fin, pareil, là pour là ou là. Donc, ça fait penser à quoi? À de la perspective. Alors, perspective, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la matérialisation, on va dire, ou l'illusion, si vous voulez, en art graphique, par exemple, on fait de la perspective, ce qui permet de matérialiser le volume sur une feuille de papier, par exemple. Donc là, vous avez différents types de volumes, hein, regardez. Hein, vous avez ça. Tiens, ça, celui-là, il est très intéressant. Et d'ailleurs, ça, c'est très intéressant aussi. Donc là, vous avez deux volumes, vous voyez ici, hein, pour... voilà. Donc, c'est des dessins, hein. Voilà, la perspective permet de reproduire sur une feuille papier l'illusion, en tout cas, de donner la représentation du volume en 3D, mais sur juste un support papier. Voilà, et on a l'illusion donc de ce volume, mais ça permet de l'appréhender. Ça permet vraiment bien de l'appréhender. On va dire ça comme ça. Vous voyez ici, par exemple, vous avez ça. Et ça permet d'appréhender la profondeur d'un paysage. Voilà. Je vérifie si on voit bien. Ouais, on voit bien. C'est parfait. Donc, alors, ensuite, vous avez donc la même chose au niveau, regardez, ça c'est très intéressant aussi. Même chose que le paysage, hein. D'ailleurs, ce sont différents types d'architecture. Voilà. D'ailleurs, à ce propos-là, l'auteur de ce dessin me fait penser à un auteur de bande dessinée qui avait, apparemment c'est ça, qui avait l'ingéniosité de pouvoir créer du volume de perspective dans une seule feuille, mais sous différents angles. C'est-à-dire vous pouvez regarder celui-là de ce côté-là, mais aussi vous pouvez retourner la page et vous allez pouvoir entrer de ce côté-là. Enfin, c'était très intéressant de voir un illustrateur, enfin, en tout cas un auteur de bande dessinée, qui avait réussi à montrer une perspective, je dirais, assez troublante, dans le sens où vous pouvez regarder le dessin dans tous les sens, et à chaque fois, ça correspondait, enfin, tout était parfaitement équilibré, et il n'y avait pas entre guillemets, de faute, entre guillemets, dans la perspective. C'était assez particulier. C'était une manière de montrer la perspective très, très originale. Voilà. Donc, vous avez ça. Ensuite, effectivement, lorsque Jean-Noël nous dit que nous sommes, nous aussi, des volumes, effectivement, d'ailleurs, pour l'illustrer, vous avez ça. Regardez. Voilà. Là, c'est très, très bien. Donc, si vous remarquez, regardez là, nous sommes, ça c'est très bien expliqué parce qu'effectivement, ça nous permet ça va vous permettre de comprendre que nous sommes des volumes, en réalité. Regardez bien, parce qu'effectivement, le fait même que nous soyons, comme nous soyons, si vous voulez, l'être humain, enfin comme tout objet d'ailleurs, a donc une circonférence, a un côté, une hauteur, une largeur, une profondeur, grosso modo, hein, dans les grandes lignes, on va dire ça comme ça. Mais ça aussi, on a aussi un poids, il y a aussi un poids, le poids et la masse. Et l'ensemble de tout ça, ça fait le volume. Voilà. Sauf que pour tous les êtres vivants et pour tout ce qui fait, comment dirais-je, voilà, pour tout ce qui fait aussi l'architecture, donc les maisons, tout ça, ce sont aussi d'autres volumes. Voilà. Donc d'autres volumes, hein, donc là, on va dire les maisons, c'est un volume parmi d'autres. Hein. Là, l'être humain, c'est un volume aussi parmi d'autres. Mais en réalité, tout objet qui soit à notre portée, que nous voyons, que nous percevons, et même au-delà,
comme les maisons, comme les véhicules, tout ce que nous avons en réalité dans le matérialisme, par exemple, dépend, lui, du volume. Mais alors, c'est-à-dire que les volumes, maison, biens matériels, être humain, végétal, animal, minéral, tout ça, c'est des volumes. Les livres, bref, tous les CD, l'ordinateur, tout est volume, d'accord? Mais ces volumes-là que je vous ai cités, les quelques exemples, en réalité, dépendent d'un seul volume, donc la législation au niveau du tout. Voilà. C'est-à-dire que, comment dire? En réalité, la seule législation, si vous voulez, c'est la législation du volume, c'est le tout. Et nous, les exemples que je vous citais, et vous visualisez, à titre d'exemple, pour illustrer mon propos, c'est qu'en réalité, nous sommes tous des poupées russes, imbriquées les unes dans les autres. Vous savez, comme il y avait, regardez, il y avait les poupées russes, je vais vous montrer hier. Les petites poupées russes. Attends. Alors. Poupées russes. Attends. R. U, voilà. U. S. Voilà. C'est pas vrai ça. Parfois c'est têtu. Hein. Voilà. Voilà, regardez bien. Parfait. Les poupées russes. Vous connaissez ce petit machin? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est les poupées russes, voilà. Voilà, donc, la petite est imbriquée dans la moyenne, et la moyenne est imbriquée dans une plus grosse, et vice-versa. Et en réalité, toutes celles-ci sont imbriquées là-dedans. D'où, nous, en tant qu'êtres humains, et finalement, toutes choses qui existent en réalité, nous sommes tous là. Et grosso modo, on pourrait dire, par exemple, de manière imagée, on pourrait dire que l'univers, il est là. Donc nous, tout ce qui est en dessous, les objets, les biens matériels, le vivant, le minéral, le végétal, l'animal, on est tous là et on dépend de la législation, donc de l'univers, donc du tout. Donc, on serait là-dedans. Voilà. C'était juste pour essayer de vous détailler de vous le rendre le plus facilement accessible, cette problématique du volume. Et ensuite, la 3D, c'est pareil. La 3D, c'est pareil, la 3D, la 2D, la 4D, tout ça, ça dépend aussi du volume. Du volume, donc de l'univers, donc du tout. Donc de Dieu. C'est-à-dire la définition. Parce que alors attendez, je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Alors, regarde. Voilà. Ça va être facile. Je le marque en direct. Hein. Regarde, alors, un point. Attendez. Hop. De repère. Un point de repère. Qu'est-ce que le point de repère? Alors. Voilà. Parfait. Regardez. Alors, un point de repère. Qu'est-ce que le point de repère? Ça, c'est parfait, celui-là. Alors, on va prendre un exemple. Voilà, ça, c'est parfait, ça. Le point de repère, c'est quoi? Voilà. Par exemple, c'est d'aller vers un point A, par exemple. Donc, nous sommes là et nous allons vers ceci. Donc, ceci est le point de repère. Mais lui, ce point de repère par rapport à nous aussi, nous sommes un autre point de repère. Donc, le point de repère, ça permet de définir, c'est-à-dire, ça permet de matérialiser, ça permet de nommer, comment dirais-je, le fait que je le dise là avec des mots, c'est une verbalisation. Je verbalise, je concrétise par le langage, justement, comment dirais-je, ce point de repère. Lorsque, par exemple, là, je vais dire que là, le bonhomme blanc, là, sur mon écran, je le regarde, je dis lui, donc je le nomme, donc je le verbalise. Sur l'écran, il est un point de repère qui se trouve sur l'écran, et moi, de l'autre côté de mon ordinateur, j'ai un autre point de repère qui est moi sur ma chaise. C'est un exemple. Donc, lui, sur l'écran et moi, nous faisons partie donc de cette législation du tout. Et
le fait que l'on dise que quand on parle de Dieu, c'est la définition, justement, hein, donc le nommer, hein, c'est définir quelque chose. Définir quelque chose, ça veut dire, c'est, en gros, si tu voulais, c'est grosso modo, c'est le mode d'emploi, c'est la notice, hein, notice, notifier. On notifie quelque chose, on dit quelque chose de quelque chose. Oh, ce paysage est magnifique. Donc, le paysage, c'est le point de repère en face de nous et on le verbalise, on dit qu'est-ce qu'il est beau, donc on le nomme et donc automatiquement on le définit. Voilà. Donc, définition, c'est ça. L'image, alors pour le coup, l'image, l'image, c'est simple, hein, l'image. Voilà, l'image, c'est ça. Enfin, l'image, c'est ça. Non, c'est parce que c'est l'image. Mais on va quand même imager l'image. Image. Voilà, l'image. Voilà, donc, alors, la définition, donc, on définit, hein, on nomme, on montre. Donc là, je vous montre, donc, je nomme. Donc, l'image, c'est par exemple, qu'est-ce qu'il est beau sur le papillon, hein, donc, voilà, le papillon est là. Vous voyez, c'est une photo. La photo, ce n'est que la matérialisation d'un instant T d'une image prise dans l'environnement par un appareil photographique. Donc, je définis, je dis, moi, qu'est-ce que le papillon est beau. Donc, moi, je suis là, d'accord. Je suis à un point donné, un point de repère dans l'espace, donc dans l'architecture. Je suis à un point dans la perspective, hein, d'accord, par rapport au papillon qui, lui, est dans un autre espace. Il est à un autre point on va dire, de repère. Et là, il se caractérise, son point de repère, sur la fleur. Donc, le fait de dire, je le trouve magnifique ce papillon. Donc là, je viens de nommer le papillon. Donc, je l'ai nommé. Donc, il se matérialise. Donc, là, c'est l'image du papillon. D'accord? Donc, définition de l'image de l'état unifié, état. Alors, l'état, c'est quoi? L'état, c'est l'ensemble, par exemple, c'est l'ensemble des paramètres qui définissent, si vous voulez, un être humain, qui définissent le volume, justement, d'un être humain, qui définissent le volume d'un bâtiment, d'un carré, d'une sphère, d'un triangle. C'est-à-dire les côtés, hein, donc bas, haut, profondeur, hauteur, largeur, profondeur, d'accord? Le papillon, c'est pareil. Bas, haut, profondeur, etc., etc. Tout ça fait que ça permet de matérialiser le papillon en 3D. Donc, le papillon en 3D, vous allez voir. Alors, le papillon en 3D, alors, vous allez voir, c'est simple. Alors, déjà que j'arrive à écrire papillon, merde, oh, pardon, excusez-moi. Papillon en 3D. En 3, attends. Voilà, donc, voilà, alors, on recommence. Donc là, vous avez le papillon, normal, hein, comme on peut le voir. Donc là, le papillon. Alors, pour définir le papillon, donc le définir dans son volume, donc ça voudrait dire qu'il est en 3D, et donc en relief. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que là, vous avez le papillon, donc, hein, alors, est-ce qu'on va pouvoir voir un exemple assez concret de ce que je voudrais vous expliquer? Est-ce qu'on peut concrètement... C'est-à-dire que si vous voulez, la 3D, effectivement, c'est pas... parce que là, effectivement, c'est... Alors, attends. Là, apparemment, ça va pas suffire. La 3D, si vous voulez, du papillon, c'est juste, pour le coup, on va dire ça comme ça. C'est comme si vous l'aviez sur votre main. Donc là, vous l'avez carrément en 3D. Là, vous pouvez l'avoir en 3D. La différence, ou alors par exemple, tiens, sur cette feuille, sur cette fleur, là, il est sur l'image. Mais si vous l'aviez devant vous sur cette fleur, vous l'auriez vraiment en 3D. Donc, vous auriez la conception réelle de ce volume devant vous. Voilà, la 3D. Hein? Ok. Donc là, tout va bien. Donc, à partir de là, donc c'est la définition donc, de l'image, de l'état. L'état, c'est à la fois donc la longueur, la hauteur, la profondeur, droite-gauche, etc. hein, le poids, la masse. C'est ce qui permet justement d'établir. Hein, c'est-à-dire, donc, on reprend, donc, c'est la définition de l'image,
hein, l'image, le rectangle, là, l'image avec le papillon dessus, de l'état du papillon, donc c'est sa nature de volume, de volumique, donc de 3D en relief, d'accord. Donc ça inclut sa masse, son poids, sa circonférence. Donc voilà, ça c'est l'état donc. Et unifié, alors unifié c'est quoi? Unifié, c'est là simplement la somme de tout ce que je viens de vous dire précédemment. C'est-à-dire le fait de dire quelque chose, vous dites celui-ci est beau, il est là, il existe, ce papillon sur la feuille, c'est la définition, d'accord. Donc voilà, hein, donc la définition, je vous remonte la définition, je ne sais pas si on l'avait là, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc la définition donc de l'image, vous avez donc le rectangle, hein, l'image, le rectangle, d'accord, donc du papillon là, en l'occurrence, mais c'est valable pour d'autres choses, hein, pour par exemple, voilà, tiens, l'image d'un œil par exemple, voilà, ça aussi c'est une image. L'image de l'œil, l'image de cette plage, l'image de ce pont, voilà. L'image de cet œil, c'est pareil, hein, donc le rectangle, c'est l'image, l'œil, ce n'est que la reproduction de l'œil, on va dire de manière, on va dire ça, je ne vais pas dire artificielle, mais illusoire, donc un œil en perspective. Donc là, je matérialise cet œil, je dis voilà, il est là, je le nomme. Cet œil sur ce dessin, donc là, je le définis, donc toujours pareil, hein, même procédé, hein, fait partie aussi de la législation pardon, du tout. Et là, pareil aussi, cette plage, en réalité, elle existe, d'accord? Mais là, elle est définie, je la nomme. Ouah, j'aimerais bien aller sur cette plage. Mais la coulée douce, par exemple. Donc, moi, je fais un point de repère. La plage est sur ce rectangle, mais en réalité, dans le réel, cette plage-là, elle a toute une profondeur, voilà, une perspective, une profondeur qui est en réel. Là, elle n'est que la représentation sur une image. Et l'état unifié de la plage, c'est l'ensemble de la plage avec vous dedans et qui dépend de la législation du tout. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la définition de l'état unifié. Définition de l'image, donc l'image de la plage. De l'état, c'est l'ensemble de, c'est-à-dire la plage dans son volume à elle. Hein. Unifié, unifié, c'est l'ensemble de tout ça. Pareil pour le pont. Hein, ce pont-là, par exemple, c'est pareil. Le pont, là c'est la représentation du pont. Je vais le nommer, je dis, ce pont est magnifique dans ce décor, par exemple, ou dans ce paysage. Donc, je le définis, je le nomme. Et donc, le pont, si vous regardez, il a une perspective. Hein, il a une perspective, il a un poids par rapport à ses matériaux de construction, il a une masse, etc., etc. Et donc, tout ça, le pont lui-même, les matériaux qui le composent, dépendent de la législation du tout. Alors, du tout, c'est-à-dire que le pont, dans le réel, dépend de la, justement, de la notion volumique, c'est-à-dire elle dépend de la législation de l'univers, la législation du volume. Parce que le pont lui-même n'est pas hors de l'univers, il est dans l'univers, il est perspective sur une photographie, il est image visuelle lorsque moi je le regarde sur le tableau, mais que ce soit l'image, moi-même qui nomme ce pont, ou le fait que le pont soit l'image sur mon ordinateur, nous dépendons tous de la législation du volume, c'est-à-dire la législation du grand tout. Alors j'espère que ça a été facile. En tout cas, j'essaie de faire le maximum pour que vous compreniez. En tout cas, c'est le but. Et donc, pareil pour les objets. Les objets, là, vous savez ce que c'est tout ça, hein, tiens, voilà, par exemple, allez, tiens, hop, là, c'est pareil, hein, la voiture, la guitare, le petit robot, le vélo, tout ça. Une machine à laver, pareil. Même constat. Donc, la machine à laver, c'est un peu comme un carré. C'est un volume, hein, une profondeur, etc. Longueur, largeur, hauteur, poids, masse. La voiture, pareil. Bien qu'elle n'ait pas la même forme que le carré, mais elle repose sur la même base. C'est-à-dire hauteur, profondeur, épaisseur, etc., etc. Et l'ordinateur, pareil, la raquette, pareil, etc. Donc, tous ces objets ici dépendent en réalité que d'une seule législation, celle du grand tout. Et le fait que cette image de voiture, de guitare, de fer à repasser, d'aspirateur, ils soient tous dans une image,
Ce n'est que la définition de l'image. Vous voyez un peu? Et donc, l'état unifié de cette image, la conséquence, c'est qu'en réalité, l'état unifié, unification, c'est l'ensemble de ce qui a été décrit juste précédemment par moi, par exemple, hein, qui, l'unification de tout ça, c'est le grand tout. Voilà. J'espère qu'avec ça, ça vous permettra de comprendre un peu plus facilement ce qu'est la notion, justement, de la notion volumique. Alors, intéressant aussi pour l'être humain. D'ailleurs, même pour tout objet volumique, on va dire, mais surtout pour l'être humain, c'est plus compréhensible. L'être humain, lui, il a, alors, est-ce que c'est bon gré ou mal gré, je ne sais pas, mais nous avons la possibilité d'agir sur notre volume personnel. Comment? Déjà, quand les êtres humains en surpoids, donc ils ont agi sur leur masse. Donc c'est un excès de masse. J'exagère un peu, hein, mais bon, pour vous dire. Donc, et vice-versa, quelqu'un qui a fait, entre guillemets, un régime, on va dire qu'il a perdu de la masse. Donc, de cette manière, on peut dire que nous avons un certain pouvoir de décision d'agir sur notre propre masse corporelle. Bref. Mais tout excès ou tout manque ou toute carence en nutriments font aussi que nous avons aussi un impact sur notre volume, à nous personnellement. Enfin, je veux dire que tous les êtres vivants sont dans cet, entre guillemets, état de fait. Bref, voilà. Donc, pareil, hein, là, l'être humain, voilà, c'est une peinture, hein, mais c'est pareil. Donc, nous dépendons tous de cette notion volumique, c'est-à-dire la législation du grand tout. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus. Et vous allez voir, ne vous découragez pas, on y arrive au fur et à mesure. Et généralement, ça se passe très très bien pour comprendre ce que dit Jean-Noël. Honnêtement, c'est à la portée de chacun d'entre nous. Prenons le temps, prenez votre temps, posez des questions et ça va être comme une lettre à la poste. Vous allez voir, ça va se faire tranquille. Ouais, les amis, je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt. Et tiens, pour le coup, on va remettre un petit peu la parole à Jean-Noël pour la fin. Attends, d'ailleurs, avant de faire ça, je vérifie. Est-ce que donc voilà, là, je vous repartage un petit peu. Je laisse le mot de la fin à Jean-No. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt, les amis. Ils savent qu'ils sont les dominants. Oui. Ça. Ils savent très bien que la dissonance cognitive chez les populations, oui, ils en rigolent. Ils rigolent parce que la notion de base que nous ne pouvons pas concéder notre représentativité, grosso modo, elle est acceptée par tout le monde que effectivement il faut un chef. Il faut un chef. Le chef, ça relève de l'entendement. L'entendement déjà à remettre en place une législation qui fait de nous des êtres humains et non pas celle de rétablir un système pyramidal, puisque chaque fois on leur permet de garder le pouvoir parce qu'on ignore fondamentalement cette notion de pierre, de ce qu'on appelle la pierre philosophale, le secret de ces élites pour l'art de nous contrôler. Voilà, le rocher puissant, c'est-à-dire le point de repère ou la notion de repérage dans l'univers, c'est-à-dire l'instant T. L'univers, il existe par représentativité. C'est un point de vue
Voilà, ce point de vue, je définis un État unifié solidarisant la réglementation de tous et la notion de Deus. Voilà, dans l'islam, ils disent Illah, Illallah, Illah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs dieux, c'est-à-dire dans la notion de point de vue, il n'y en a qu'un seul, c'est une réglementation générale qui est dans la masse volumique, une réglementation d'être carré dans soi-même, et on les retrouve tournés autour de la Kaaba, qui est le fameux Tesseract, voilà, le fameux square qui fait que nous sommes égaux et que nous construisons brique à brique par représentativité. Or, ils te disent, t'as qu'à y croire, voilà, et moi je sais, et ça me permet de vous dominer tous. C'est de la dissonance cognitive de base, très très bas étage, mais regarde, ça a bâti des empires et ça a fait des générations d'esclaves. Donc ouais, on est là, on est levé, mais on n'est pas des combattants de perpète les oies, on n'est pas en mode syndical ou pas de là. Ah, on a l'œil, on est acéré. Voilà. Et donc on voit bien qu'ici c'est pas le club Mickey. Donc ouais, venez nous rejoindre parce que vous ne serez pas manipulés, il y aura pas d'acteur de crise, mais on va vous retourner vers la vérité. Voilà. Il faut arrêter de se faire manœuvrer comme des petites marionnettes ou quoi que ce soit. Voilà. Arrêtez de courir. Effectivement, on doit se mobiliser pour des petites actions, toujours pour aider chacun à percevoir la réalité, parce que c'est très difficile de s'en sortir. Voilà. Mais fondamentalement, vous savez que vous êtes des humains, votre vie n'a pas de prix, ni celle de vos enfants. Fondamentalement, on ne doit pas perpétuer le système de servage et sans déstabiliser la nation, parce que nous n'avons pas grand intérêt, voilà, à mettre en danger nos populations, mais bien nous unir dans le cadre de la raison. Ça, c'est très important. Merci Jean-Noël. Et selon toi, Et donc, alors, sur la dissonance cognitive, je vais vous montrer quelques titres d'ouvrages qui vont vous permettre un petit peu de développer, d'approfondir ce sujet. Voilà. Alors, vous avez un ouvrage déjà qui s'appelle, alors attendez, déjà pour comprendre la manipulation de masse. Alors, on va vous montrer ceci. Alors, attendez, hop, neuroesclave, hein, d'accord. Voilà. Voilà. Ensuite, vous avez aussi, alors attendez, alors, non, c'est pas ça. Oh là 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 là, attendez, bougez pas. Système 1. Système 2. Les deux vitesses de la pensée. Alors, ça aussi. Voilà, alors. Alors, est-ce que là, je vois en vidéo et image. Comme ça, au moins. Voilà, alors. Donc, je vous partage quelques petits ouvrages. Enfin, petits, ils ne sont pas vraiment petits, mais enfin bon, ils vont vous permettre d'approfondir la question. Donc, sur les manipulations de masse, vous avez Neuroesclave, qui se trouve ici. Hein, voilà. Neuroesclave, voilà. Regardez bien. Donc, technique et psychopathologie de la manipulation politique, économique et religieuse. Hein, vous avez ça. Voilà. Donc ça, c'est un ouvrage. Et vous avez aussi donc système 1 pour comprendre les biais cognitifs. Voilà, les biais cognitifs. Voilà les biais cognitifs. Je vous recommande la lecture de cet ouvrage qui est très, très intéressant, de Daniel Kahneman. Là, hein, bon, je vais essayer de vous montrer ça. Et surtout, il y a une vidéo qui existe de... attendez, je regarde. Est-ce que là, on va pouvoir voir un peu plus gros au niveau de la... Voilà, vous avez ça. Voilà, là, vous allez voir très bien. Voilà. Et donc, est-ce qu'en cliquant dessus, non, il ne veut pas. Non, ça ne va pas le faire. Ah si, peut-être, attends, bougez pas. Tac. Hop. Ouais, dans bof, ça ne va pas le faire. Donc, vous avez déjà ça. Alors, et surtout, c'est en vidéo. Vous allez voir, en vidéo, c'est pas mal. Là. En vidéo. Alors, en vidéo, je vous conseille, par rapport à ce sujet-là,
Je vous conseille une excellente note de lecture sur ce sujet-là de Michel Drac. Alors attendez. Michel Drac. Vous allez voir, c'est un très très bon résumé justement de cette note de lecture. Voilà, je vous le montre ici. N'hésitez pas à voir. Voilà, alors déjà, voilà, alors. Je vous montre un petit exemple. Donc, je vais la partager, un petit exemple de sa note de lecture. Ça va vous donner une idée. Voilà, les amis. Puis après, comme on dit, après, on ferme le bar. Hein. Voilà, voilà. Hop. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Je le présente à la demande d'un copain. Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, de monsieur Daniel Kahneman. Donc c'est un copain qui m'a dit, écoute, c'est un livre que tu m'as conseillé il y a quelques temps, ça serait bien de faire une note de lecture dessus. Donc bon, pour faire plaisir à un pote, je fais un petit break dans ma série de notes de lecture politique autour de l'élection présidentielle, une autre autour du racisme anti-blanc et une troisième autour de Daesh, je crois que c'est un peu les trois thèmes du moment. Et on va un peu s'intéresser à un truc de fond, donc de la psychologie sociale sérieuse, je précise, parce que la psychologie sociale, c'est très variable comme qualité, mais là, c'est de la psychologie sociale sérieuse, par un monsieur qui a été, soit dit en passant, prix Nobel d'économie. Vous me direz, c'est pas forcément une référence, mais bon, c'est un type sérieux. Alors, il a d'ailleurs écrit son bouquin surtout en vue, en fait, de construire une réfutation de la théorie de la décision des acteurs économiques telle qu'elle est généralement admise aujourd'hui par les économistes néoclassiques. Et d'ailleurs, c'est assez probant. On en parlera, on en touchera deux mots quand on viendra sur le sujet, sur le thème qui fait qu'il faut en parler. Bon, cela dit, moi, personnellement, c'est pas tellement sous cet angle que le bouquin m'a intéressé. Ça m'a paru plus intéressant d'utiliser son travail comme une sorte de mise en garde. Attention, les gars, voilà tous les biais qui vous tordent l'esprit et voilà une façon de limiter les dégâts. C'est-à-dire, c'est un peu cerveau mode d'emploi, son bouquin. Et sous cet angle, c'est, je trouve, très intéressant et ça touche beaucoup plus les gens que des questions simplement de théorie économique. Alors, je vais essayer de vous transmettre la substantifique moelle du travail de Daniel Kahneman, sachant que ça va être un peu compliqué, un peu difficile, je vous préviens, parce que tout simplement, le bouquin n'est pas simple. Je veux dire, c'est subtil, c'est délicat, c'est une réflexion de fond. C'est toujours difficile à faire passer à l'oral. Donc, il y aura sans doute des pauses, des temps de réflexion. Si vous êtes pressé, si vous avez juste envie d'une note de lecture rapide pour rigoler, zappez celle-là, c'est pas la bonne. Si vous avez envie de rentrer avec moi dans le fond des choses avec Daniel Kahneman, c'est la bonne note de lecture. Et cela dit, on y va. Donc la première question que pose M. Kahneman, c'est d'où viennent nos biais cognitifs ? Un biais cognitif étant défini comme un mécanisme qui entraîne des erreurs de jugement systématiques. Alors en général, nous pensons que si nous nous trompons de façon récurrente, c'est parce que nous nous laissons submerger par nos émotions. En fait, c'est pas entièrement faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus. Les causes des biais cognitifs se trouvent dans notre manière de penser elle-même, indépendamment du problème de l'émotion. Daniel Kahneman explique que nos opérations mentales rapides reposent sur la mémoire et pas sur l'observation méthodique du champ de l'expérience. Par conséquent, contrairement à la théorie de la décision qui sous-tend l'économie néoclassique,
En fait, l'être humain n'est pas rationnel la plupart du temps. Et ces comportements irrationnels ne procèdent pas systématiquement de la perturbation du raisonnement par l'émotion. C'est notre part d'intuition qui explique notre irrationalité quand nous décidons rapidement. En fait, ce qui se passe, c'est que confronté à une situation quelconque, le premier réflexe de notre cerveau, c'est de chercher dans notre mémoire des situations qui nous rappellent ce que nous vivons. Et nous faisons ça spontanément, sans reprise réflexive, sans réfléchir à ce que nous faisons. Donc, quand nous avons du mal à trouver une réponse toute faite, nous devons compenser une défaillance de notre système de pensée rapide, ce qu'on pourrait appeler notre système 1. Parce que nous n'avons pas dans notre mémoire une expérience qui immédiatement comme ça est venue nous rappeler que oui, on a déjà vécu ça. Donc là, on s'arrête et on réfléchit et nous enclenchons ce que nous appelons notre système lent, le système 2 si vous voulez. Alors à ce moment-là, nous quittons la pensée intuitive et nous entrons dans la pensée délibérée. C'est un mécanisme dont les médecins peuvent détecter les signes cliniques. Nos pupilles se dilatent, notre tension artérielle, notre fréquence cardiaque augmente légèrement. On effectue un travail intellectuel et ça puise dans les ressources de notre organisme. À partir de ce moment-là, nous avons en quelque sorte une voix qui résonne dans notre tête. Nous parlons à nous-mêmes et notre pensée est délibérée. Elle est articulée. Alors, tant que le système 1 et le système 2 travaillent en équipe, chacun à sa place, nous arrivons à peu près à raisonner. Mais quand pour une raison quelconque, cette collaboration déraille, nous déraillons avec. Et pour Daniel Kahneman, c'est fondamentalement là que réside l'origine de nos biais cognitifs. C'est-à-dire que, oui, l'émotion joue un rôle, parce que souvent c'est elle qui fait dérailler cette coopération entre le système lent et le système rapide, mais pas toujours. Parfois, ça déraille sans que l'émotion joue le moindre rôle. Et le biais cognitif vient du fait que la coopération entre notre cerveau lent, le système 1, entre notre cerveau rapide, le système 1, et notre cerveau lent, le système 2, eh bien, cette coopération, en quelque sorte, a déraillé. Elle ne s'est pas passée comme elle devait se produire. Alors, essayons maintenant de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que le système 1 et ce que c'est que le système 2. Pour comprendre comment ils peuvent s'articuler. Alors le système 1, c'est un produit de l'évolution. Il est en veille permanente et son travail, c'est de répondre à quelques questions de base. Est-ce que tout est normal dans mon environnement? Est-ce qu'il y a du danger? Est-ce que je suis blessé? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis capable de poursuivre cette proie ou est-ce que je dois me reposer? En fait, ce sont tout simplement les questions qu'un mammifère terrestre doit résoudre très vite, s'il veut survivre, dans un environnement sauvage. C'est l'évolution qui a fabriqué à l'intérieur de notre cerveau une partie de notre cerveau qui est capable de fonctionner automatiquement tant que nous sommes éveillés pour répondre à toutes ces questions-là. C'est ce que Daniel Kahneman appelle le système 1. Un système qui ne peut pas être interrompu par une action volontaire. Nous ne pouvons pas arrêter le système 1. Il fonctionne tout seul. Il ne requiert aucune attention délibérée. Dans une certaine mesure, il est multitâche. En temps normal, il est actif spontanément. Et tant qu'il n'est pas surpris, et c'est une des causes principales d'ailleurs de nos biais cognitifs, tant qu'il n'est pas surpris, il pense ne pas avoir besoin d'activer le système 2. Il fonctionne beaucoup par association d'idées. Il ne fait pas clairement la distinction entre succession, propriété partagée et causalité. Il repose sur la mémoire issue de l'expérience directe, sans capacité de reprise réflexive. Et ces propriétés sont vraiment très impressionnantes. Dans une expérience célèbre, le psychologue John Bargh a demandé à des étudiants
de construire des phrases à partir d'un groupe de mots. Un des groupes tests avait à utiliser des mots qui pouvaient évoquer le grand âge, tels que ride ou chauve. L'autre groupe n'avait pas à utiliser de tels mots, il utilisait plutôt des mots qui évoquaient la jeunesse, le mouvement, le sport, etc. Puis Bargue a demandé aux étudiants de se rendre dans une autre salle et à chronométrer le temps qu'ils mettaient pour s'y rendre. Et il s'est aperçu que ceux qui avaient eu à utiliser des mots liés à la vieillesse marchaient plus lentement. Dans une autre expérience, on a fait écouter des messages à des gens en leur demandant de hocher la tête de gauche à droite ou de haut en bas. Puis on leur a demandé ce qu'ils pensaient des messages qu'on leur avait fait écouter. Eh bien, ceux qui hochaient de gauche à droite ont eu tendance à désapprouver les messages, alors que ceux qui hochaient de haut en bas ont eu tendance à les approuver. C'est-à-dire que la répétition du geste d'approbation ou de dénégation avait suffi à modifier leur opinion. Ça, c'est l'effet du système 1. Le système 1 qui n'arrive pas bien à distinguer succession, propriété partagée, causalité, simultanéité. On vous pose une question, il n'y a rien qui vous surprend, vous vous laissez guider par l'intuition, et cette question-là, on vous l'a posée alors qu'on vous demandait de faire ça. Vous allez répondre oui. Si on vous avait demandé de faire ça, vous auriez répondu non. Ça, c'est système 1. Il faut bien dire que système 1 est un peu con, d'une certaine façon. Il est très utile, sans lui, on ne peut pas survivre, mais il est un peu con. Disons qu'il est facile à induire en erreur, d'où d'ailleurs l'efficacité des techniques de conditionnement social. Exposer des cobayes à l'exhibition d'un billet de banque pendant une expérience collective suffit à diminuer leur capacité à s'entraider. C'est-à-dire que vous faites une expérience collective où les gens ont besoin de s'entraider. Si vous posez un billet de banque devant eux à ce moment-là, ils vont moins s'entraider. Si vous placez une photo de regard au-dessus d'une caisse de collecte anonyme de fonds, vous améliorez le montant moyen que les gens vont être prêts à glisser dedans. Encore plus fort, il suffit d'écrire quelque chose en gros caractères pour que les lecteurs aient davantage tendance à le croire. À l'oral, le simple fait que 2 phrases riment suffit à renforcer la crédibilité de celui qui les profère. Le fait de répéter un mot de nombreuses fois finit généralement par lui conférer une connotation positive. Parce que ce mot entre dans le périmètre de ce que l'auditeur considère comme sa zone de confort habituelle, donc rassurante. Donc un être humain est très facile à conditionner si le système 1 prédomine en lui. C'est-à-dire si son système 2 n'a pas été correctement entraîné à se réveiller vite, et si le système 1 lui-même n'a pas été conditionné pour réveiller facilement le système 2, c'est facile de manipuler un être humain, en fait, parce que ce que veut le système 1, c'est rester endormi. Ou disons ne pas se réveiller trop, et surtout ne pas avoir trop à réveiller système 2. Le système 1, il veut pas de vagues. S'il trouve un moyen de remettre en cohérence artificiellement ce qu'il voit, il va le prendre, ce moyen. Allez, on laisse filer, on laisse couler. C'est ça la logique du système 1. Dans l'ensemble, bien sûr. Conclusion, c'est lui qui est la cause principale de nos biais cognitifs d'une certaine façon. Parce qu'il a besoin de trouver des causalités même là où il n'y en a pas. Dès que quelque chose entre dans un contexte, système 1 a tendance à partir du principe que ce quelque chose est lié causalement à ce contexte. Encore pire, il a tendance à se créer mentalement un contexte pour faire coller un élément d'information à ce contexte. Donc quand il ne sait pas réellement ce qu'est le contexte, il parie sur ce qu'il estime être le contexte le plus probable, et celui-ci correspondra généralement à l'expérience la plus fréquente qu'il peut associer à la question posée.
Donc, s'il trouve un souvenir proche de la situation qu'il doit analyser, il substitue le contexte de ce souvenir au contexte réel. Et si c'est un souvenir agréable, il va encore plus vite pour sauter aux conclusions. C'est un phénomène qui est à la clé, en fait, d'une grande partie de nos biais cognitifs, que Daniel Kahneman appelle la disponibilité heuristique. C'est-à-dire le fait que, en quelque sorte, l'idée soit facilement disponible dans notre cerveau. Donc, comme on l'a sous la main, si elle a l'air de coller à peu près à la situation, hop, on l'attrape et on l'utilise. Même si, en fait, elle n'a rien à voir ou pas grand-chose à voir. Alors, le système 2, évidemment, là, c'est tout à fait autre chose. D'abord, dans une certaine mesure, son activation correspond, et son maintien en situation d'activation correspond à une action de notre volonté. C'est une construction culturelle, au moins en partie. Peut-être en totalité, ça se discute, mais au moins en partie. Il requiert une attention délibérée. Il peut très bien ne pas fonctionner à certains moments. On connaît tous le syndrome, très dangereux d'ailleurs, de l'automobiliste déconnecté du réel. Vous savez, vous êtes sur une route, vous la prenez 2 fois par jour depuis 10 ans. Vous laissez vagabonder votre esprit en roulant. C'est pour ça que c'est très dangereux, parce que si jamais il se passe quelque chose d'imprévu, vous n'êtes pas prêt. Vous avez déconnecté le système 2. En temps normal, il n'est pas déconnecté complètement, cela dit, le système 2. Ce qui se passe, c'est qu'il fonctionne à très bas régime sans perturber le système 1. Mais lorsqu'il se réveille, ou lorsque le système 1 le réveille, à ce moment-là, il va bloquer en partie le système 1 en préemptant en quelque sorte les ressources mentales disponibles. Raison de plus d'ailleurs pour laquelle le syndrome de l'automobiliste déconnecté du réel est dangereux, parce que s'il se réveille d'un seul coup, si le système 2 se réveille d'un seul coup, il ne va pas bien réagir. Il va y avoir un temps de latence pour qu'il va mobiliser toutes les capacités, et parfois c'est fatal. Vous voyez ? C'est comme ça que ça marche. En fait, le système 2, quand il fonctionne bien, ce qu'il fait, c'est qu'il opère un tri sur les informations transmises par le système 1. Il intervient généralement à la demande de système 1 lorsque une question survient que système 1 ne peut pas résoudre. Et en général, système 1 appelle au secours quand il faut combiner des informations de manière dynamique, parce que ça, c'est ce qu'il ne sait pas faire. Le système 2 possède en effet une supériorité indiscutable. Il sait garder en mémoire plusieurs informations pour les manipuler successivement et les articuler. Ça, c'est quelque chose que le système 1 ne sait pas faire. C'est pour effectuer ce travail sur plusieurs informations stockées que le système 2 capte l'attention, et c'est aussi pour cette raison qu'il est monotâche. Sa grande force, c'est qu'il peut s'organiser. Par exemple, en stockant de l'information par écrit pour diviser sa tâche en une succession de tâches plus petites. En temps normal, le système 2 s'impose en cas de conflit avec le système 1. Parce qu'il est en charge de l'autocontrôle. Alors, je vais juste vous rajouter une petite illustration par rapport à ce que vient de dire justement Michel Drac. Donc, je vous renvoie aussi au système limbique. Système limbique. Limbique. Et voir. Ça, voilà. Système limbique. Voilà. Donc, tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ? Voilà. Le système limbique, appelé parfois cerveau limbique ou cerveau émotionnel, est le nom donné un groupe de structures de l'encéphale, donc joue un rôle important dans les comportements et en particulier dans diverses émotions comme l'agressivité, la douleur morale, la peur, le plaisir, ainsi que la formation de enfin, vous verrez un peu le reste justement de ce truc-là. Mais donc justement, ce qui est très important de voir, de visualiser, c'est justement ce que décrit, si vous voulez, dans la scène de lecture Michel Drac, c'est tout un ensemble de mécanismes, justement, qui peuvent interférer ou biaiser, on va dire ça comme ça, certaines de nos actions, de notre réflexion.
Et en cela, c'est quand même très très important de le savoir parce qu'effectivement, à défaut du problème lui-même, de différents mécanismes qui font que nous avons des biais cognitifs, je dirais que à la fois notre nourriture blindée de produits chimiques, enfin voilà, de substances peu recommandables, on rajoute à cela aussi les effets liés aux champs électromagnétiques de nature artificielle. Effectivement, il n'est pas étonnant que, ben voilà, il n'est pas étonnant, je dirais que, bah, c'est même plus qu'il n'est pas étonnant, c'est-à-dire qu'en réalité, les biais cognitifs sont à la fois un mécanisme donc induit ou provoqué par ce que Michel Drey décrit, mais au-delà de ça, ou mon complément, on va dire qu'aussi les interférences liées aux champs électromagnétiques artificiels, voire à la nourriture entre guillemets trafiquée, c'est-à-dire non naturelle, effectivement, peut aussi accentuer ce problème de biais cognitif. Voilà, c'était ça juste que je voulais vous rajouter. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on va reprendre juste la lecture de la vidéo de Michel Drac, enfin vraiment le minimum, parce qu'après, effectivement, elle fait 2 heures. Là, une fois qu'il a fini de résumer le système 2, j'arrête la vidéo, je vous le mettrai en lien et vous pourrez la découvrir, voilà, par vous-même. Voilà, voilà. Hop. Il est l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. Nous pensons que nous sommes notre système 2. En fait, c'est pas vrai. Nous sommes à la fois le système 1 et le système 2 et leur articulation. Mais consciemment, nous croyons que nous sommes le système 2. Le système 1, dès que le système 2 est occupé, a cela dit tendance à rester prédominant, bien que nous n'en ayons pas conscience. Parce que quand le système 2 est occupé, comme il est monotâche, il laisse toutes les autres commandes au système 1. C'est quelque chose dont on se rend compte quand on observe le comportement de qui est mobilisé par un travail intellectuel. Alors là, je crois que j'ai oublié un truc. Je crois que j'ai fait une erreur dans la vidéo. Alors, ouais, alors la problématique, je crois que... Alors attendez, je vérifie. Lorsque je fais un partage d'écran, je vais faire comme si je partageais l'écran. Voilà, je partage l'écran. Hop, 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 hop. Ah ouais, ouais, ouais. Donc là, effectivement, ah ouais, ouais. Donc j'ai apparemment oublié. Pour le coup, j'ai commis une erreur. Donc je vais vous remettre donc le partage, la vidéo de Michel Drac, le début. Hein. Voilà, donc il y a à peu près. Alors attendez, je vais la remettre à peu près ici. Système par l'émotion. Alors. Il en faut, mais c'est pas entièrement un biais cognitif. Il y aura sans doute des pauses, des temps de réflexion. Alors, voilà, donc je vais... Voilà, donc là, effectivement, j'ai commis une erreur. Je m'en excuse vraiment auprès de vous. C'était pas prévu, mais... ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, je vous la remets. Hein, je vous remets un extrait de la vidéo. Hein. Voilà, là, vous allez avoir toute la chose. Voilà, voilà. Alors, hop. Si vous êtes pressé, si vous avez juste envie d'une note de lecture rapide pour rigoler, zappez celle-là, c'est pas la bonne. Si vous avez envie de rentrer avec moi dans le fond des choses avec Daniel Kahneman, c'est la bonne note de lecture. Et cela dit, on y va. Donc la première question que pose M. Kahneman, c'est d'où viennent nos biais cognitifs ? Quelque chose entre dans un contexte, système 1 a tendance à partir du principe que ce quelque chose est lié causalement à ce contexte. En préemptant en quelque sorte les ressources mentales disponibles. Le système 1, encore une fois, le système 1 joue un rôle clé dans le réveil du système 2 si celui-ci
système 2 est activé par la nécessité de se concentrer pour déchiffrer les questions. Donc, il est en quelque sorte chaud pour bien contrôler la réponse du système 1. Alors, en résumé, quels sont comment classer les biais cognitifs qui découlent de ce qu'on vient de voir, de ces problèmes de coordination entre le système 1 et le système 2. Alors là, Kahneman en cite beaucoup. C'est-à-dire que dans son livre, qui est très long, je crois que ça fait 500 ou 600 pages, il y a une bonne trentaine de biais détaillés. Je vais pas procéder comme ça, je vais m'amuser un peu pour cette note de lecture. J'ai regroupé un peu artificiellement, là c'est moi qui fais du regroupement, les biais cognitifs cités par Kahneman pour définir ce qu'on pourrait appeler les 7 péchés intellectuels capitaux, les 7 grandes familles d'erreurs qui font vous faire basculer dans le biais cognitif. Donc on va les lister de 1 à 7. En plus c'est bien, c'est pédagogique, ça permet de mémoriser les 7 péchés capitaux intellectuels. Péché numéro 1, 0 en maths. Si vous en avez marre de vous planter quand vous réfléchissez, faites des mathématiques. Ça, c'est très clair. Si vous ne mathématisez pas facilement, rapidement, instinctivement, en quelque sorte, les problèmes, vous perdez beaucoup de votre capacité à éviter les biais cognitifs. Pourquoi ? Essentiellement parce que notre cerveau, si vous voulez, évalue mal les phénomènes continus et d'intensité variable. Notre mémoire fonctionne beaucoup mieux pour enregistrer le niveau maximum d'un phénomène que son niveau moyen. Et nous avons toujours tendance à nous focaliser sur la fin d'un phénomène en termes de ressenti subjectif plutôt que sur toute sa durée. En fait, notre cerveau, notre système 1, ne sait pas maîtriser les intégrales. La nature ne nous y a pas préparés parce que dans la nature, effectivement, c'est pas très utile. Ce système 1 qui est issu de l'animalité, il vérifie surtout que le niveau maximum de souffrance est supportable. C'est ce qui lui permet de mémoriser les expériences à éviter. Le sous-entendu, c'est que la durée de l'expérience sera de toute façon variable à l'avenir. Donc c'est pas la peine d'encombrer la mémoire dans une perspective de survie avec une mesure de l'intensité moyenne de souffrance, de fatigue, de douleur, etc. Pas la peine. Alors ça nous rend très vulnérables à toute forme d'addiction. C'est pour ça que si quelqu'un trouve un moyen de nous attirer dans une activité qui nous procure une forme de plaisir, même si en fait elle est mauvaise pour nous, on a quand même tendance à y aller. Parce que notre cerveau mémorise le plaisir. Fort pendant une courte période. Il ne mémorise pas le déplaisir long pendant une longue période et à très faible niveau d'intensité. C'est aussi la raison pour laquelle nous nous laissons facilement impressionner par un fait saillant à l'intérieur d'un ensemble ou par une caractéristique frappante qui crée en nous une espèce d'effet d'ancrage. Par exemple, supposons qu'on vous demande qui est le plus grand d'un garçon de 6 ans d'1m50 et d'un garçon de 16 ans d'1m51. Beaucoup de gens ont spontanément tendance à répondre le garçon de 6 ans parce qu'effectivement, il est plus grand par rapport à la norme de son âge. Mais c'est une erreur. Le plus grand, c'est bien le garçon d'1m51. Et si vous aviez pris le temps de mathématiser l'énoncé de la question, vous l'auriez vu tout de suite. On a tendance à être impressionné par les grands chiffres, par les grandes catastrophes. Devant une donnée brutale impressionnante, on surpondère l'événement.
Par exemple, si on nous rappelle qu'il y a souvent des raz-de-marée au Japon au moment où nous nous promenons sur une plage de ce pays, il est probable que nous allons nous sentir inquiétés par la mer. C'est que l'image, si vous voulez, du raz-de-marée est hyper impressionnante. Et donc, elle nous a fait en quelque sorte oublier que souvent, là, en l'occurrence, ça veut dire une fois par siècle, ce qui relativise quand même le danger. En face de tous ces biais cognitifs-là, le remède, c'est les mathématiques. Mathématiser l'énoncé de la question, il faut que ça devienne un réflexe, en fait. Dès qu'il est question de quantité, les maths. Visualisez la courbe, mathématisez. Prenez le temps, prenez les 10 secondes nécessaires avant de répondre pour mathématiser le truc. Péché numéro 1, ne pas le faire, ne pas faire de mathématiques. Péché numéro 2, qui est un peu lié au premier, la paresse. Nous avons tendance à surévaluer la récurrence d'événements pour lesquels nous trouvons facilement des exemples et des causalités. Parce qu'en fait, nous confondons la facilité mentale de reconstruction de l'événement en nous et la probabilité de sa survenue effective. Les deux systèmes sont d'ailleurs impliqués dans ce biais cognitif. Le système 1 substitue en fait la disponibilité heuristique à la probabilité réelle, et le système 2 avale cette substitution par paresse. C'est pourquoi il faut entraîner notre système 2 pour limiter le biais cognitif lié à la disponibilité heuristique. Si on vous demande par exemple si Gandhi est mort à 114 ans, vous aurez tendance à répondre non, il est mort à 70 ans peut-être. Mais si on vous demande est-ce qu'il est mort à 35 ans, là vous allez vous souvenir d'un seul coup qu'en fait il est mort assassiné. Donc vous allez dire ah non, il va être plus âgé, mais peut-être 50 ans. Mais vous voyez en fait, par effet d'ancrage, on a réussi à vous influencer. On vous a fait raisonner par ajustement à partir d'un point d'ancrage, et votre cerveau s'est arrêté dès qu'il n'était plus certain qu'il devait s'éloigner du point d'ancrage. C'est de la paresse en fait. Cette paresse intellectuelle qui fait que, en fait, on réendort notre système 2 qui est un peu feignant dès que manifestement le système 1 est arrivé à une position où il se sent à peu près en confort. Cette paresse intellectuelle elle a des conséquences sociales très graves. Parce que dans une société, on peut parler d'un phénomène de disponibilité heuristique en cascade. C'est-à-dire que si la disponibilité heuristique d'un événement est forte, cet événement est plus souvent évoqué dans les médias, ce qui renforce encore sa disponibilité heuristique chez les individus. C'est ce qui crée des biais perceptifs systématiques et majeurs qui peuvent facilement être exploités par des manipulateurs. C'est en particulier le mécanisme sur lequel essayent de jouer les terroristes. On le vit en ce moment en France, hein, je veux dire. Vous savez qu'on a eu une vague de terrorisme très importante de janvier 2015. Il y a eu peut-être quelque chose comme 250 Français qui ont été tués par le terrorisme. C'est évidemment très, très, très grave. Mais il faut se souvenir que c'est quoi? C'est peut-être 5% des victimes d'accidents de la route, des victimes d'accidents de la route mortels sur la même période. C'est-à-dire que la probabilité de mourir dans un acte terroriste, même au pire moment de cette vague, n'a jamais été que le 20e de la probabilité de mourir d'un accident de la route. Mais comme on y pensait beaucoup plus, comme les médias en parlaient beaucoup plus, ça nous a écouté de plus en plus, donc les médias en parlaient de plus en plus, et à un moment, ça peut devenir une obsession collective. Et les terroristes jouent là-dessus. C'est pour ça que
Valablement argué qu'une des réponses intelligentes au terrorisme, c'est de n'y penser que le temps nécessaire pour prendre les mesures pour s'en protéger. Et pour le reste, de ne pas trop, curieusement, y penser. La paresse intellectuelle, péché numéro 2. Péché numéro 3, la vanité intellectuelle. Notre esprit est naturellement biaisé dans le... Alors, les amis, voilà. Donc là, je vais vous repartager un petit document que j'ai mis dans une vidéo qui, justement, est un bon résumé pour apprendre, finalement, de manière assez simple, où se trouvent les biais cognitifs. Et c'est dans une vidéo que j'avais fait il y a quelque temps, qui s'appelle, alors attendez, qui s'appelle Apprendre de nos erreurs, que je vais vous montrer ici. Voilà, apprendre nos erreurs, de nos confusions et de nos biais cognitifs. Se trouve ici. Hein, ouais, hop là. Hop, je vous le montre vite fait. Alors, dans laquelle justement il y avait un document. Regardez, vous allez le voir. Voilà, les mécanismes dont il faut se méfier. Donc, ce document-là est très important parce qu'ils vont vous permettre justement d'éviter des problèmes. Donc, je vous conseille vivement la lecture, la lecture, j'allais dire, la lecture de ce document, hein, mais aussi de la vidéo que j'avais faite. Effectivement, elle est un peu longue, hein, mais bon, vous savez que nous, on ne fait pas dans le résumé, hein, parce que c'est pas possible en réalité. Mais voilà, donc je vais vous montrer donc voilà le document en question et la vidéo qui est ici. Hein, je vous la mettrai aussi en lien. Voilà, qui ne font finalement que vous mettre à votre portée encore plus facile, encore plus rapidement, justement tous ces mécanismes dont il faut se méfier par rapport à le biais cognitif. Voilà, le document est là. Hein, vous voyez, vous l'avez là. Attends, je regarde si on le voit bien. Voilà, ouais, on le voit bien. Je revérifie. Tac, ouais, c'est parfait. Donc le document est là. Donc voilà. Donc ça, c'est pour illustrer la vidéo donc, de Michel Drac. Voilà. Donc on va en même temps remettre la vidéo de Michel Drac et je me tais. C'est parti, les amis. Le sens d'un excès de confiance dans nos intuitions et dans nos certitudes. En particulier, notre système 1 a tendance à nous faire négliger le caractère non représentatif d'un échantillon sur lequel se fonde implicitement une généralisation. Il est pressé de sauter aux conclusions et d'entraîner le système 2 avec lui pour pouvoir en fait réendormir le système 2 et lui faire arrêter de consommer du glucose dans le sang. Voilà les amis, écoutez, là je pense que j'ai été, voilà, parce qu'après effectivement, je suis en train de m'apercevoir que finalement le détail qu'il pose ici, finalement, on va carrément, ça va nous emmener dans les 2 heures de vidéo. Donc le mieux, c'est d'arrêter le live maintenant et de vous mettre les liens. Hein, donc dans ce live, vous pourrez avoir accès justement à tous ces documents. Alors, concernant la vidéo de Michel Drac, je vous la mets ici, hein, en lien. Je vous la mets aussi en visuel et vous l'aurez aussi dans le descriptif de la vidéo. Hein, je vous les mets là, comme ça vous allez la voir. Ça, c'est la vidéo donc, de Michel Drac, c'est la note de lecture sur système 1, système 2, les 2 vitesses de la pensée, hein, de Daniel Kahneman. Voilà, vous l'avez là. Tac. Hein, voilà. Tac. Voilà. Alors, apprendre de nos biais, de nos erreurs. Ça, c'est ma vidéo finalement qui tente une percée dans cette problématique. Hein, je vous la mets là aussi. Hein. Voilà. Ça, vous l'aurez aussi en accès, on va dire, simplifié. C'est vrai que je reconnais que c'est pas simple. Effectivement. Bon. Donc, voilà. Apprendre de nos erreurs. Vous l'avez là. Ensuite,
le document, les mécanismes dont il faut se méfier, il est là. Hein, donc, je vous le marque. Hein, les mécanismes dont il faut se méfier. Ouais, c'est bon. Ah, voilà, c'est bon. Je suis à un moment donné, voilà, le PDF est là, vous pouvez le télécharger, l'imprimer. Et ça, c'est valable, si vous voulez, pour tout. Même pour une conférence, un débat, même dans les manifestations. Si on peut éviter ces erreurs-là, ça serait pas mal. Ensuite, vous avez donc le livre Neurosclave, hein, qui vous détaille très précisément les différents types de manipulation, hein, donc sur la manipulation politique, économique et religieuse. Hein, voilà, donc je vous le mets là aussi. Hein. Neuro. Comme ça, vous avez à peu près, vous avez, je dirais, les bonnes bases, hein, enfin, le minimum pour progresser. Hein, voilà, voilà. Donc, alors, ça, j'enlève. Et donc, voilà, Neurosclave. Donc, vous l'avez là. Et donc, voilà, je crois que j'ai tout dit à peu près. Donc, voilà, les amis. J'espère que ça vous aura plu, ce live. Et de toute façon, je vous dis à très bientôt.